en direct d'un 100 mètres du centre du monde pour la venue spéciale de Serge Regour. Serge Regour, souvenez-vous, on l'a pas vu dans le Vercors, enfin il a peut-être été, mais nous on était dans le Tarn. Nous étions au fabuleux festival organisé par le Club Ciné de Carmaux, festival du cinéma social ouvrier, et il y avait déjà lui, donc, mais on est sous licence avec l'ami Michel, donc c'est normal. Vous reconnaissez la camarade, l'excellente Maria qui est là pour poser des questions, Maria Mariniche. Donc Serge Regour, tu nous reviens pour présenter un livre SOS Culture. Brandis-le avant que l'eau soit montée au-dessus du nez. Le livre SOS Culture, pourquoi juste maintenant? Pourquoi tu l'as pas écrit avant? Parce que ça fait longtemps qu'elle agonise la culture en France, Serge. Alors, pour une raison très simple, c'est que je ne suis pas l'initiateur de ce projet. C'est un éditeur, Indigène Éditions, qui ont été les éditeurs de Stéphane Hessel pour le bouquin qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, Indignez-vous, qui, après m'avoir entendu dans des débats, dans des rencontres, dans des conférences, m'ont proposé à l'époque de faire un petit livre sur la culture dont le titre que eux avaient imaginé était Passion Culture, en considérant que ma vie était bâtie un peu sur la passion pour la culture. Et à l'époque, je leur ai dit oui, ça m'intéresse dans ce format-là, mais je veux pas que ça s'appelle Passion Culture, je veux que ça s'appelle SOS Culture. Oui, parce que Passion Culture, ça fait Passion Skate. Ouais, ça fait un peu. Voilà, Passion Jambon, tu vois. C'est pas mon ADN. Et donc, comme universitaire d'abord, comme militant de la cause culturelle pendant longtemps, avec un dénommé Jacques Ralit, dont j'ai été le compagnon de route. Alors, il faut expliquer qui était ce ministre, Jacques Ralit. Parce que les moins de 20 ans, etc., ne peuvent pas connaître. Oui, bon, de mots, Jacques Ralit a été, c'est peut-être pour ça qu'il sera retenu dans l'histoire, un des 4 ministres communistes de Mitterrand. Oui. Jacques Ralit a été plusieurs fois ministre, en particulier de la Santé, mais ce qu'il aurait évidemment souhaité, c'est être ministre de la Culture, parce que je pense que Ralit est l'homme politique qui s'intéressait le plus à la culture, qui connaissait le plus de la culture et qui aimait le plus les artistes. Le problème, c'est qu'il était en concurrence avec un autre Jack, qui s'appelait Jack Lang, ouais, voilà. Et que donc c'est Lang qui a eu la culture et pas Ralit, mais Ralit avait créé un mouvement qu'on pourrait qualifier d'éducation populaire concernant, disait-il, toutes les esthétiques, qui s'appelait les États généraux de la culture, qu'il a créé, qui est une association, et qui s'est manifesté à des moments très importants. Le premier acte 1, en quelque sorte, c'était la privatisation de TF1, c'est-à-dire transférer au privé ce qui était quand même un patrimoine public, puisque... Oui, c'était la plus grande chaîne de télévision française. 40% de l'audience, ce qui... Et au-delà, en Europe, c'était la première chaîne... C'était la première chaîne en termes d'audience, la première chaîne européenne en termes d'audience. Et donc, ça avait du sens, politiquement, de mesurer quelle était la portée d'une vente d'une chaîne publique au secteur privé, alors que Madame Thatcher... en Grande-Bretagne ne l'avait pas fait et que Berlusconi en Italie ne l'a pas fait. Et donc ça a été fait en France. Bref, et donc avec Ralit, j'ai été confronté à d'autres aspects des politiques culturelles que celles que j'avais en tant que simple universitaire. Et donc ce dont je suis parti, c'est un constat. Le constat, de mon point de vue, du délitement jusqu'à l'absence de politique culturelle, c'est-à-dire de perte de vue de ce que doivent être les fondements ou les finalités de ce qu'on nomme une politique culturelle, c'est-à-dire ce pourquoi on débloque de l'argent public pour soutenir des lieux, des artistes, etc. M'interroger sur pourquoi on en était là, mesurer les conséquences et éventuellement, beaucoup plus modestement, esquisser un certain nombre de pistes, aussi modestes soient-elles, pour corriger cette situation. Alors, il est bien ton manifeste parce que il y a un flashback, comme on dit en français, sur de Malraux à nos jours et comment les glissements successifs qui nous ont amenés. Où là, tu commences ton livre avec Fleur Pellerin, la séquence d'un documentaire où elle va demander, parce qu'elle était ministre du digital dans l'épisode précédent, on l'a fait glisser
sur la classe, parce qu'ils sont interchangeables, ministre de la Culture, donc elle garde une partie à l'Élysée. Donc on est sous Hollande, enfin encore que, comme disait Arthur Koestler, toute chose cesse d'être drôle à partir du moment où elle s'assoit sur nous, et quand c'est Hollande, on étouffe. Donc elle va voir Hollande, et il y a Manuel Valls, l'espagnol, ou le catalan, je ne sais plus, et elle demande « Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'en fais ?» Et l'autre lui répond « Va voir Jacques Lang », et Valls lui dit « Surtout Monique, n'oublie pas Monique. » Ils ont de bonnes idées. C'est ça. Elle lui dit il faut avoir des idées, et pour avoir des idées, va voir Jack et Monique, l'épouse de Jack Lang. Quand ils mourront, on va faire quoi? Ce qui est un peu court, évidemment, comme projet culturel. Bien. Alors, le camarade Thierry Grillet est là, il a des questions. Oui, alors moi j'ai bien aimé votre livre, Serge Rebourg. Et donc, la première question, on va rentrer dans le vif du sujet quand même, c'est vous parlez d'un système dont vous faites partie. On fait tous partie de ce système, mais vous encore plus, puisque vous êtes donc chargé de la culture à la région. Et en même temps, vous êtes aussi au conseil d'administration du Théâtre de l'Archipel. Donc ce sont des gros dinosaures. Vous le mentionnez aussi dans votre livre, que ce système peut-être a vécu, parce que le financement de ces gros dinosaures, finalement, va essentiellement, comme vous le dites, aux administrations, aux administratifs et aux techniciens. Alors, quid des créateurs, de ceux qui proposent une création et qui ne sont généralement pas les mieux lotis au niveau des financements? Quelle est la solution? Alors, quelle est la solution au jour d'aujourd'hui? En plus, avec la pandémie, c'est pas très facile de donner la solution, mais le constat est celui que vous rappelez, en effet, et qui s'inscrit dans ce qu'on peut appeler une spirale, parce que pour avoir une gestion administrative des dossiers de porteurs de projets, il faut soi-même avoir une culture en quelque sorte administrative, sinon technocratique, de telle sorte que beaucoup de structures ont dû elles-mêmes se doter de compétences en interne sur le terrain strictement administratif, ou ont dû déléguer la gestion de leur propre structure à des intermédiaires, à des go-between, qui eux-mêmes ne sont que des gestionnaires de la culture. Et ce que vous évoquez, c'est précisément cette dichotomie entre, d'une part, l'administration culturelle et d'autre part les artistes, qui est caricaturale, par exemple, dans le domaine du spectacle vivant, où, par exemple, les CDN, les scènes nationales, ont des personnels en nombre important qui sont soit affectés à l'administration stricto sensu, soit au personnel technique, mais avec zéro emploi artistique. Et donc c'est une espèce de prothèse qui est le régime des intermittents, qui est souvent décrié parce que les gens ne savent pas exactement ce que c'est, mais c'est le régime des intermittents qui permet en gros de faire fonctionner le spectacle vivant et pour partie l'audiovisuel. Alors mon propos évidemment il est relativement modeste, c'est d'abord d'établir ce type de constat, que les gens soient conscients de cela. Vous évoquez la pandémie. Au terme de la pandémie, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que globalement, les structures elles-mêmes, du fait de toutes les aides qui ont été mobilisées, tiennent, oui. Et que par contre, ce sont les artistes isolément qui, eux, sont dans la difficulté, qui illustrent tout à fait ce que vous dites. Cette pandémie, finalement, ça fait 1 an que ça dure, on n'en a tiré aucune leçon. Ça tient peut-être parce que, vous voyez, les financements sont là, mais l'intermittence en elle-même, est-ce qu'on ne pourrait pas, je dis bien à cette pandémie, réfléchir autrement à l'intermittence, c'est-à-dire donner l'argent, donc on en revient au vrai créateur, et pas à quelqu'un qui va reprendre Dalida au bar de la Marée, vous voyez, à Canet-Plage. Si vous voulez Ou à Patrick Bruel qui prend 140 000 € lors de festivals et qui n'a pas besoin vraiment d'être intermittent. Bien sûr. Mais c'est pourquoi, si vous voulez, le propos même de mon petit livre, mais essentiel. Petit, vous êtes gentil. Vous êtes gentil. J'ai eu ce type de retour. Mais l'une des premières interviews que je lui ai données, le journaliste m'a dit: est-ce que c'est un indignez-vous dans le domaine de la culture? Mon propos est plus modeste, c'est-à-dire que c'est un appel à la réflexion. Et je partage totalement ce que vous dites. Et c'est en termes en fait d'appel à la réflexion. Et donc de faire en sorte que ceux qui sont directement concernés, c'est-à-dire les artistes, aient une lucidité politique sur leur situation.
C'est-à-dire que si on reste dans le microcosme, dans une logique corporatiste, on est mort. Parce que moi-même, qui connais bien la question de l'exception culturelle, j'ai écrit que sais-je à ce sujet, mais je trouve que la définition même et la connotation, enfin, le mot même d'exception culturelle est malfaisant d'un point de vue politique et éthique. Galvaudé aussi. Et outre qu'il est galvaudé, mais il laisse penser que on pourrait à la limite tout libéraliser, tout renvoyer au secteur privé, à la seule exception de la culture, pourvu qu'on sanctuarise la culture. Et ce dont je suis convaincu, c'est évidemment, et c'est ça le point de vue politique, d'une interdépendance absolue entre tous les secteurs. Et si aujourd'hui les institutions culturelles sont en crise du fait de la fermeture des théâtres, des cinémas, des musées, etc., c'est parce qu'en réalité, c'est l'hôpital public qui est malade. Et parce que l'hôpital public est malade, ceux qui nous dirigent craignent évidemment que l'hôpital public ne soit pas en mesure d'endiguer la pandémie et que du coup, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement. Or, je pense que beaucoup de professionnels de la culture et d'artistes, c'est pas du tout un reproche, c'est un constat, n'ont pas eu nécessairement la lucidité de cette interdépendance entre les divers domaines ou périmètres de la régulation politico-sociale. Et c'est pas avec Bachelot qu'on va l'avoir, puisque dans votre livre, vous citez quand même Malraux et Lang. C'est quand même vos deux... voilà, donc... Et De Gaulle, évidemment, avec Malraux. Bien sûr. Mais là, on met Bachelot, et Bachelot, on voit ce que ça a donné, rien. Et donc, quand la politique actuelle, les politiciens actuels disent... voilà, on met Bachelot, la culture est non essentielle. Pendant la pandémie, on ferme les librairies. Vous parlez de l'inculture des politiques, on est vraiment dedans. On est vrai, ben oui, alors moi, encore une fois... Déjà, ne jamais lire un livre écrit par un politique. C'est une perte de temps, il faut aussi le dire. Bien sûr, et puis c'est surtout que... C'est pas eux qui les écrivent déjà. C'est surtout qu'ils ne les écrivent pas, et même certains politiques honorables par ailleurs n'ont pas le temps matériel de concentrer le temps, la réflexion à écrire des ouvrages, c'est-à-dire que non seulement ils ne les lisent pas, mais là je vais être très méchant, mais très souvent ceux qui sont supposés avoir écrit des livres n'en sont pas nécessairement les meilleurs connaisseurs, parce qu'ils n'ont parfois pas tout à fait pu lire ce qu'ont écrit les nègres qui ont travaillé pour eux. Mais je crois que c'est plus grave que ça, c'est-à-dire que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, je fais allusion évidemment aux décideurs nationaux et en particulier, vous l'avez évoqué, au ministère de la Culture, n'ont plus dans leur environnement mental immédiat la question culturelle présente. C'est-à-dire qu'au mieux c'est une forme de supplément d'âme. Alors on m'a dit que parfois il y a des tonalités pamphlétaires. D'ailleurs, parfois je ne suis pas l'auteur, je me contente de citer Michel Schneider, qui en particulier a été le directeur de la musique sous Jack Lang, écrit dans son ouvrage, et qui lui est un vrai pamphlet à l'époque, que lorsqu'il accompagnait les politiques de haut rang, par exemple à l'opéra ou dans des grands concerts, ils avaient tous à peu près le même comportement. Ils trouvaient que le meilleur moment, c'était l'entracte, parce qu'ils n'étaient pas gênés par la musique. Alors, évidemment, ça a l'air d'un gag, sauf que c'est le directeur de la musique qui l'écrit, et que donc, on peut penser qu'il y a un fondement à ce qu'il écrit. Alors, même si le trait est un peu forcé, je crois qu'il y a quelque chose de fondamentalement vrai, et c'est pourquoi l'un des axes de mon livre, c'est d'appeler de mes voeux un réattelage entre le politique, au sens d'avoir conscience politique de ce dont on parle, et la culture, au sens où Hannah Arendt disait que, en fait, être cultivé, c'est avoir une conscience politique de la culture. En d'autres termes, je ne suis pas cultivé parce que j'aime l'opéra ou que je vais souvent au cinéma. C'est pas ça la culture. C'est effectivement d'avoir une compréhension politique de la culture, ce qui n'a rien à voir avec le rapport entre la politique et la culture, au sens où on imaginerait un contrôle politique d'une création artistique. Pour moi, ça c'est tout à fait l'inverse. Et moi, je me plais à dire, lorsqu'on m'interroge ces derniers jours, sur le fait que je peux détester des œuvres artistiques sur le terrain de mes convictions, mais être très admiratif à l'égard de l'œuvre d'art.
dont je ne partage pas nécessairement, encore une fois, les prolégomènes politiques. C'est vrai en littérature, c'est vrai au théâtre, c'est vrai au cinéma, etc. Moi, il y a des films américains pro-guerre du Vietnam qui sont à l'opposé de ma propre sensibilité, mais dont je dis sont des chefs-d'œuvre. Donc il ne faut pas tout mélanger. Il y a un nom oui, il y en a plusieurs. Donc, l'idée, c'est... ce qui est bien dans ton livre, c'est que tu comprends le mot « crisis » en grec, qui est pas le moment où ça fait mal au bide, mais le moment du choix. Il est parce qu'il y a Covid, comme disait, grâce au Covid, comme disait le camarade Grillet, c'est le moment de faire d'autres choix et d'arrêter, quand on parle de culture, on sort plus en revolver, on sort au mieux la bétonnière, et sinon mon fonctionnaire. Donc, est-ce qu'il n'est pas utile maintenant qu'on se lève, nous, les artistes, enfin je suis pas artiste, mais c'était pour faire le nous, pour dire, bon ben maintenant ça suffit, il est temps d'agir différemment. Moi je crois qu'avant même d'agir, il faut, je défonce une porte ouverte, mais comprendre. Et je ne suis pas sûr que chacun aujourd'hui, des acteurs des questions en cause, ait suffisamment réfléchi aujourd'hui aux finalités ou aux fondements de ce qu'on appelle les politiques culturelles, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles on utilise de l'argent public. On pourrait multiplier les exemples, mais lorsque par exemple des festivals, notamment dans le domaine de la musique et des musiques actuelles, sont rachetés par des multinationales. C'était ma prochaine question. Voilà, c'est une question, moi je ne donne pas la réponse, mais j'aimerais que la question soit posée et j'aimerais entendre le ministère de la Culture qui pour l'instant n'a jamais donné. Pourquoi on donne des subventions déferlantes? C'est ce que tu essayes de nous dire. Et à d'autres festivals. Mais beaucoup, il y a des dizaines en France. Voilà. C'est pas que tel festival ici qui m'intéresse. Et c'est de dire. Dès qu'il y a rachat du festival. Bien sûr. Pardon, par un groupe privé. Bien sûr. Comme Vivendi. Bien sûr. Ou d'autres. Pourquoi continue-t-il à toucher des subventions? Bien sûr. D'autant que ce sont des activités qui du coup sont uniquement profilées dans une logique marchande de profit, qui sont conçues pour ça, dont la programmation est corrigée par rapport à ça. Et dont on peut se dire, mais puisque le marché est autosuffisant, pourquoi mettre de l'argent public? Il est devenu. Est devenu. Et ça ne vaut pas que dans le domaine de la musique, des festivals ou des concerts. Je veux dire, dans un domaine que je crois connaître assez bien, y compris dans le domaine du cinéma, je crois que la question aujourd'hui se pose, dès lors que de nombreux produits cinématographiques sont conçus uniquement dans une logique de marché pour faire ce que des producteurs osent appeler des coûts, on fait des coûts. Et pourquoi faut-il, encore une fois, je pense que tout n'est pas égal à tout. Qu'un livre n'égale pas un livre, qu'un film n'égale pas un livre, que dans le domaine de la littérature, il y a des écrivains et ce qu'on appelle parfois des écrivains, et que c'est pas la même chose, et qu'il y a une paresse intellectuelle, parce que c'est compliqué de trouver des critères de distinction, mais que, encore une fois, tout n'est pas égal à tout. Et vous, au niveau régional, vos leviers par rapport à ça, par rapport aux festivals qui touchent, alors qu'ils sont rachetés par des grands groupes privés, quels sont, vous subventionnez aussi ce genre de festival? Vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, hop, dire, ben voilà, il y a un groupe privé qui vient de racheter, hop, on arrête tout. Eh ben est-ce que vous avez ce levier-là? Alors, nous, le premier levier qu'on a, c'est de mener la réflexion là-dessus. C'est-à-dire qu'une commission a été créée, qui réunit des élus et les gens des services pour raisonner, j'allais dire, concrètement, c'est-à-dire pas seulement dans le cas de généralités abstraites, mais de voir cas par cas comment, pourquoi on a racheté, qu'est-ce qui a changé dans la programmation, etc., etc., avec évidemment, il faut être honnête, aller jusqu'au bout, intégrer des questions type, entre guillemets, les retombées économiques pour les lieux concernés, les retombées touristiques qui sont des éléments qui ne sont pas proprement culturels, mais qui sont intrinsèquement liés à l'organisation d'un événement. Et lorsqu'on est une collectivité territoriale, et pas le ministère de la Culture, parce qu'au ministère de la Culture, là, on est vraiment dans une spécialisation, j'allais dire, sectorielle, qui concerne uniquement le critère de la culture, mais une collectivité territoriale doit prendre en compte plusieurs critères. Et lorsqu'on est confronté à l'exemple que vous évoquez,
on ne peut pas rayer d'un trait de plume la question effectivement des logiques territoriales, des impacts territoriaux, du développement économique, de l'emploi culturel, etc. etc. Est-ce que de ces critères, toujours pour rester sur ce genre de festival, qui se plaît à dire on fait beaucoup pour la scène locale, alors que connaissant les artistes qui sont passés dans ce genre de festival, on sait très bien qu'ils ne peuvent pas vendre de merchandising, qu'ils ne peuvent pas vendre de disques et qu'ils sont programmés avant que le public ne rentre, juste pour avoir bonne conscience de dire on fait passer des groupes de la scène régionale. Est-ce que ce ne serait pas aussi un bon critère pour vous? Ah ben vous avez tout à fait raison. En tout cas, moi, le sens, si vous voulez, de ma position et de mon argumentation, c'est exactement ce que vous dites. C'est pour ça que je dis tout à l'heure qu'au-delà, en quelque sorte, des principes généraux, on est obligé de procéder à une déclinaison cas par cas pour concrètement mesurer exactement ce que vous dites, et ma position est exactement celle-là. Alors Maria avait une question. Je pense la dernière question de notre émission. On dit que voilà, notre vie, y compris la culture qui fait partie de notre vie, devient de plus en plus numérisée et digitalisée parce qu'il y a les cours, les enseignements par Zoom, la diffusion en direct. Donc, je voudrais savoir si un spectacle vivant qui est diffusé en ligne, par exemple, ça reste un spectacle ou c'est déjà un film? Très bonne question. Très bonne question, mais c'est ce qu'on appelle les captations, en l'occurrence, en tout cas ce qu'on appelait, parce qu'on appelait ça les captations lorsqu'on était uniquement sur le terrain de l'audiovisuel. C'est-à-dire que je prends une œuvre littéraire, soit je suis dans l'hypothèse d'une adaptation cinématographique ou audiovisuelle, c'est-à-dire qu'on recrée de A à Z, c'est les grands moments de la télévision de service public, vous avez une œuvre littéraire qui donne lieu à une adaptation, et là je suis en présence incontestablement d'une œuvre audiovisuelle qui est différente de l'œuvre littéraire initiale. Soit je suis dans le domaine de la captation, c'est-à-dire que ce qui reste prévalent, c'est l'œuvre captée, et la captation technique ne change pas la nature de l'œuvre. Mais ce dont vous parlez, à mon avis, c'est une autre étape, c'est-à-dire que c'est directement une fabrication, si j'ose dire, par les géants du numérique, par les plateformes, de concevoir un produit qui n'est ni une captation, ni nécessairement une œuvre littéraire classique. C'est ça. Et là, je crois qu'on est précisément dans cette période-là. Et quand mon SOS Culture, c'est aussi pour faire face à ce que moi, je perçois à tort ou à raison comme des dangers ou des menaces. Et l'une des menaces, précisément, c'est la prévalence des grandes plateformes de ce qu'on appelle communément les GAFA, qui, in fine, reposent sur une pure logique du marché. C'est-à-dire l'idée selon laquelle il y aura une espèce d'articulation naturelle entre ce qu'on propose sur les réseaux et la consommation immédiate par les usagers, entre guillemets. Bon. Voilà, alors c'est la fin de cette interview. La première partie. Première partie, donc on va se retrouver à la librairie pour dédicacer. Montre le livre, s'il te plaît. Fais ton autopromo. Camarade, fais ton autocritique et ton autopromo. Donc, à la librairie Torcatif, qui se trouve dans 5 minutes, voilà. Bon, oui, enfin, on dit ça, mais en temps photonique, ce sera... Allez, à bientôt. Allez, à bientôt. Merci.